course ici au Castellet. Grand soleil, et vous l'entendez, c'est déjà parti. Donc là, au bruit que ça fait, c'est sûrement des protos, les LMP3 et compagnie. On entend également un podium, donc ça roule depuis ce matin de bonne heure. Il est 9h30. Nous ne roulons pas avant midi et demi, donc on va se promener un petit peu. L'infrastructure du Castellet est juste géniale. Mais aujourd'hui, tout ce week-end, pendant l'Ultimate, il y a quand même pas mal de petits bonus. Alors, pour l'instant, c'est surtout la mise en place de tous ces petits bolides. C'est le moment de se restaurer. Voici dans les paddocks et notamment dans notre box, puisque là c'est l'heure de tout préparer pour la course du début d'après-midi, course de 25 minutes. Donc on a refulé traditionnellement, on check les pneus et les freins. On a un petit souci pour gérer l'usure des plaquettes, puisque c'est la dernière course de l'année et c'est toujours difficile de savoir si on doit remettre un jeu neuf ou pas. Alors à part ça, ça se passe vraiment plutôt bien. On refait les niveaux, on nettoie la voiture et on repart pour la course, en fait la seule course du week-end en plein jour. Donc ça va être différent, puisqu'hier soir c'était quand même pas mal de... faut se dire que c'est pour tout le monde pareil, sauf ceux qui sont très habitués aux courses d'endurance, donc à rouler la nuit. Mais c'est quand même beaucoup de sensations et c'était un petit peu chaud puisqu'on est beaucoup sur ce week-end et ce meeting au Castellet. On a dit qu'on profiterait des belles voitures qui sont sur le plateau ici ce week-end et on a l'occasion de recroiser cette magnifique F40 en plein jour. Rinçons-nous les yeux un petit peu plus et pourquoi pas, essayons de comprendre pourquoi cette Ferrari est un petit peu spéciale. Alors devant, on distingue une petite lame. On voit les vitres qui sont à l'excent avec les sliders telle une voiture de course, les portes en fibre de carbone, mais on sait que la F40 c'est un dérivé de la voiture de course, donc on n'en est pas loin. Derrière par contre l'aileron et les jantes, comme on l'a dit hier soir, ça c'est spécifique, c'est évident. Alors j'ai l'info, c'est marrant puisque ça se construit au fur et à mesure, on a le client, enfin le propriétaire de la voiture, excusez-moi, qui est juste derrière, et on aimerait bien que ce soit notre client d'ailleurs. Et ouais, c'est une Ferrari LM, donc il y en a 5 au monde, 5, et elle est là. Donc imaginez le tarif d'une F40, je ne suis pas du tout dans la spéculation des voitures de luxe. En ce moment on en voit beaucoup, cette voiture me plaît beaucoup, je ne sais pas si c'est de ma génération ou s'il y a quelque chose de particulier. Mais alors s'il y en a 5, j'adore les jantes, j'aime un petit peu moins l'aileron, j'aime bien la lame. Ouais, on va lui pardonner. Alors on discute, cette voiture fait vraiment l'unanimité, mais fait aussi beaucoup parler, puisque on regarde un petit peu ce qui s'est vendu. Alors c'est les ragots d'internet, mais on sait que ça vaut plusieurs millions d'euros. La dernière a priori qui serait vendue, de ce qu'on a lu, c'est plus de 5 millions, pardon, on parle pas de 500 000 francs. Bon, je bégaye un peu, mais c'est pas des chiffres qu'on a l'habitude d'entendre parler sur des voitures. Alors c'est plus cher que toute la spéculation de tout, on parle de millions d'euros. Alors pour la petite histoire, donc c'est un dérivé du groupe B a priori, je vais sûrement dire des bêtises, mais voilà, si vous prenez pas le temps de vous renseigner plus que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été une voiture de course, déjà de base la F40 qui est homologuée pour la route, mais là c'est encore plus, a priori, ça a été poussé, c'est une voiture qui est équipée de turbo, on voit les échangeurs sur le dessus, sous la persienne, apparemment en mode qualif ça faisait 900 chevaux, en bois de méca, 1 tonne. Bon, après la F40, on a vu tout un tas de Ferrari. Alors c'est bien, ça me cultive un peu sur ces modèles que je connais pas. La Lambo, alors c'est vrai que on les aime toutes de loin puisque c'est pas vraiment notre cœur d'activité, mais on aime découvrir ces voitures et là, avec la météo qu'on a et le cadre, c'est vraiment agréable. On va aller voir des modèles qu'on connaît un petit peu plus. Juste là-bas, on a une 992 GT3. J'ai envie de dire la même que la nôtre. Alors, pas
le Fenwick qui vient de passer bien sûr, mais celle-ci. Donc bel exemplaire, c'est marrant puisque on en parle souvent des voitures qui arrivent au garage, des Caïmans, n'importe quelle auto, on parle des configurations. Et effectivement, on s'est projeté dans la nôtre, dans celle-ci. Et celle-ci par exemple, a le toit carbone, les jantes d'une couleur différente et les étriers peints en noir, les inserts carbone à l'intérieur, et on se dit ouais, c'est vrai, on n'avait pas le toit carbone, au début on était déçus, mais à la place on a une très belle peinture, alors c'est pas une PTS, c'est une peinture optionnelle quand même, et en fait après trop de carbone tue le carbone, puisque c'est règle de ça. Il y a parfois du carbone de mauvais genre, là c'est pas du tout le cas, mais on peut faire l'amalgame. Bon, très très belle voiture, par contre les étriers noirs, vraiment chouette. Alors là vous voyez Manon qui est un petit peu en train de rigoler, puisque vous le savez, il y a quelques temps elle a fait l'acquisition d'un Dodge Ram, et là sur ce Chevrolet ZZ1 il est noté V8 400 chevaux 10 litres au 100. Donc Manon a bien rigolé, puisque bon, on a testé et approuvé. Bon, on peut multiplier par 2 en moyenne. Manon est plus intéressé par ce Dodge Ram. Alors c'est vraiment un truc je pense qu'on va rigoler un petit peu avec ce véhicule, parce qu'on peut faire plein de choses, et c'est vraiment le but de cet achat aussi, puisque on a des places à l'arrière, c'est pratique, on peut charger énormément, et puis on peut aller dans les chemins. Donc allons explorer un côté de l'automobile qu'on ne connaît pas, mais ce sera dans un autre épisode de YouTube. Alors par contre sur l'arrière avec le coffre de la benne, ça donne beaucoup de place, c'est très pratique, mais c'est pas très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Il a des jantes modifiées. Bon bref, on va essayer de faire un très beau Ram, et n'hésitez pas à en parler dans les vidéos qui vont arriver sur les modifications de celui-ci. Alors même sur les finitions c'est différent, hein. On commence à s'y connaître un petit peu, un peu comme sur différentes voitures. On sort de notre milieu de BMiste, on s'ouvre au Porsche, mais pas que. Alors ça fait quelques années maintenant qu'on côtoie les Porsche et leurs propriétaires, mais là on découvre des choses depuis peu de temps, les américaines. Alors quand je dis découvrir, c'est facile de croiser quelques voitures, mais de là à vraiment s'y connaître, ça prend un peu de temps. Alors c'est d'un banal, les 992 GT3, en voilà une autre ici avec une configuration différente, même si elle est noire. Pareil, pas de noir particulier. Et puis les rétro carbone, le toit carbone, ça change un petit peu de la nôtre. Et par contre elle a les jantes noires. Donc c'est intéressant. Ça c'est très très intéressant. Une GT2 RS, je ne sais plus si c'est Mexico Blue ou un autre bleu de chez Porsche. Mais comme ça, on voit défiler quelques 991 GT3, alors une phase 1, une GT3 RS phase 2, et je vous l'ai pas dit, mais celle-ci là, la GT2 RS, c'est full pack Vessar, vraiment canon. Alors Manon est fan de Ram, et elle a l'œil plus que moi. Elle vient de remarquer que sur les pneus c'était des têtes de mort, donc à quand la même chose sur les GT3 RS. Alors les habitués du côté off-road doivent avoir l'habitude de ce genre de motif, c'est rigolo. Très belle brochette de voiture, alors une Ferrari, une McLaren, pardon, la GT3 dont on parlait tout à l'heure, et une très belle Huracan. Je crois qu'on est bien là, on a vraiment une belle brochette des 4 marques, il y en a plus, mais des 4 grosses marques qui font rêver dans le milieu de la supercar. Départ de la course 2, 25 minutes dans quelques instants. Alors la voiture échauffe, on a fait la procédure de chauffe en plus de tous les éléments qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant c'est vraiment le côté, on va se concentrer un petit peu. Le plus dur de maîtriser c'est la pression des pneus. Hier soir il faisait nuit et là c'est grand soleil, donc c'est pas la même température de piste. Et puis go, on espère qu'avec les 21 voitures qui sont au départ, on va bien rigoler. Voici sur la pit lane, et alors je suis 1, 2, 3, 4e ligne à l'extérieur, donc j'aurais préféré être de l'autre côté. De l'autre côté on a une Lambo et je crois qu'elle va pas trop vite, donc ça va bien se passer. Par contre devant je suis étonné, on cherchait de... Bonjour monsieur le commissaire. Depuis le début du week-end, c'est un commissaire sympa, il est du Nord.
il est du Mans. Et bref, devant on a une Lambo avec Nigel Bailly, donc en fait qui roule d'habitude avec la Bentley Hardcar. Donc je le cherchais depuis le début sur la grille puisqu'on l'a vu dans les paddocks et il a vraiment changé de catégorie puisque ce n'est pas du tout la même voiture. Une très très belle voiture d'ailleurs. Et donc Lambo, RS01, Bentley, RS01, Lambo, 991 phase 2, enfin comme la nôtre. Ensuite on a une 92 tout au fond qui part avec le pilote d'hier soir qui va bien. C'était un moindre mal, c'est par contre un moteur. Donc ça c'est plus dommage, qui repart en 992. Allez, Manon me dit dans la radio que c'est l'heure d'y aller en course. Ouais, et là regardez bien cette remarquable image avec les silhouettes de voitures que l'on distingue. Lamborghini, Ferrari, Bentley, la RS01 également, qui est une voiture qui a de très très beaux restes, très clairement. Allez attention, top, c'est parti à l'instant pour la course. 25 minutes à Marie-Monduel qui profite de la puissance de la Lamborghini pour prendre l'avantage. Philippe Collenson a une plus puissante accélération que Tiziano Carugati. La Bentley donc passé devant la Renault. Philippe Collenson qui était 4e sur la grille gagne déjà une position. Il est à la 3e place. On va également emmener Nigel Bailly dans le sillage d'une RS01. C'est la voiture de Gilles Colombani qui le devançait déjà sur la grille. Gilles était 5, Nigel était en 6e position et Régis Rego de Sèvres également, numéro 63, qui pilote aussi Lamborghini Huracan Team Invictus. Il était sur la grille en 7e position. J'ai le sentiment, Bertrand, que c'est la place qu'il occupe en ce moment. Alors attention, Clément Hub avec l'Aston Martin du Racing Spirit of Le Mans est parti de la voie des stands, mais il est parti quand même. Et là, c'est une Vortex que l'on a en ce moment à l'image. La Vortex numéro 70 de Jérémy Faligan, bien sûr, Jérémy Faligan, le pilote qui a été présent sur toutes les manches de cette saison 2022 Ultimate Cup Series et qui domine le classement de la catégorie UGT 3B. Alors que regardez les meilleurs moments de ce départ, c'était pas le meilleur moment pour cette Vortex justement qui est parti à la faute. Zone qui est la spécificité de ce tracé long du Castellet, 5 km 822 mètres exactement, 15 virages, 9 virages à gauche et 6 virages à droite. Non, c'est l'inverse, 9 virages droite, 6 virages gauche, voilà pour être un peu plus précis. Et très bon départ aussi de Maxime Mingui avec la Porsche du Team Price Motorsports, puisqu'il est en ce moment à la lutte avec Nigel Bailly et la Lamborghini qui le devance donc pour la 6e position. Numéro 10 notamment, attention en général au bout des 3 avertissements, c'est une pénalité pour le pilote en question, 2,04,858 pour ce deuxième tour, meilleur temps signé à Amaury Bonduel, largement devant celui de Eduardo Barboni qui lui
pilote italien de la Ferrari numéro 3. Maxime Magny qui est rentré avec cette voiture-là, noir de couleur dominante et avec le marquage jaune qui, sincèrement, valorise bien le dessin inaltérable, l'inaltérable de la porte il en profite et en plus de cela, si l'on regarde bien le classement, Bertrand au dernier pointage, il est parvenu à prendre l'avantage sur Nigel Bailly avec la Lamborghini Super Trofeo. La dernière course s'effectuera sur 50 minutes, ce sera tout à l'heure, soyez au rendez-vous pour la troisième course à 18h55 pour le départ, ce qui marquera la dernière course de la saison dans cette catégorie qui nous aura fait vibrer depuis les débuts de la saison. C'était ici même sur le circuit du Castellet. On est avec Nigel Bailly en caméra embarquée au volant de la Lamborghini Super Trofeo numéro 107 pour Nigel Bailly qui est pour l'instant pointé en 6e position, qui est à moins d'une seconde derrière Maxime Mingui. Maxime Mingui, le pilote de la Porsche numéro 80 qui lui s'est imposé du côté de la catégorie Porsche Cup cette saison, assez largement d'ailleurs. Allez, Nigel Bailly qui là exploite toute la puissance évidemment de sa Lamborghini pour tenter de revenir sur la Porsche de Maxime Mingui. Ah, et en ligne droite, il se rapproche. Voilà, passe les S de la verrerie. Ouais, en vitesse, en couple, en puissance d'accélération, clairement la Lamborghini un petit quelque chose de plus par rapport à la Porsche. Alors pour rappel aussi, pour celles qui font connaissance avec l'Ultimate Cup Series et Nigel Bailly est un pilote en situation de handicap qui n'a pas l'usage de ses jambes. Et sincèrement, ce personnage est un modèle, voilà, de courage et en même temps de gentillesse. Mais il faut présenter Nigel Bailly comme un pilote. Voilà, effectivement, situation de handicap, mais comme un pilote. Effectivement, Nigel Bailly qui aura réalisé une superbe saison avec plusieurs victoires. C'était au volant de la Bentley Continental GT3 du team CMR qui l'a brillamment emmené à plusieurs reprises à la victoire et sur les podiums. Attention, justement, là, l'attaque de Nigel Bailly sur Maxime Mingui, ça passe, regardez, en caméra embarquée, la Lamborghini qui prend le meilleur sur la Porsche numéro 82. C'est fait. Alors, ouais, va-t-il y avoir réplique? En tout cas, Nigel, à mon avis, s'est dit on parle de moi à la télé, hop, j'accélère un peu plus, et voilà, il a bien fait. Alors, attention, en même temps, c'est clair que le pilote de la Porsche peut aussi peut-être économiser un tout petit peu la voiture. 10 minutes 35, une très très jolie bataille qui vire donc à l'avantage de la Lamborghini numéro 107. Oui, Bertrand. Est-ce que Philippe Collançon a un problème avec la Bentley? Parce que je pense qu'il n'est pas passé. Je pense qu'il n'est pas nous passé. Avons un drapeau jaune dans le secteur 3. Drapeau jaune dans le secteur 3 au niveau. Bentley. Et elle est là, cette Bentley. Une sortie de piste. Imaginez un problème mécanique. Ça fume beaucoup. Je me demande si finalement il n'y aurait pas un problème mécanique qui aurait pu éventuellement faire qu'une fuite sur une carcasse de pneus et qu'il parte en tête à queue. Vous retrouve Victor. Seriez-vous éventuellement aux côtés d'un pilote Porsche? Effectivement, Maxime Mingui, expliquez-nous un petit peu cette course parce que on est au mois de novembre et j'ai l'impression que vous transpirez bien comme il faut là. C'est effectivement super agréable. On a bien roulé hier soir de nuit avec des températures qui étaient exceptionnelles. Et alors aujourd'hui il fait presque un petit peu chaud, mais on va vraiment pas se plaindre. Sur la piste c'était excellent et je pense que tout le monde est content. Ça fait des belles bagarres.
Ouais, belle bagarre justement. On a l'impression que, bon, comme tout au long de cette année, vous avez imprimé un très gros rythme et vous avez toujours cherché à aller jouer avec ceux dans la catégorie supérieure. C'est encore le cas là cette fois-ci? Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on est quelques-uns en Porsche Cup, mais c'est sympa d'aller jouer avec les copains, même s'ils ont des voitures différentes et on se prend en jeu, ouais. Merci Maxime. Allez, course terminée. Aujourd'hui, la bagarre, ça a été avec cette voiture, celle dont je vous parlais finalement juste avant le départ, et ce qui est plutôt logique puisqu'elle était juste devant nous. Donc ça veut dire que les qualifs étaient en fonction de son départ aujourd'hui, et finalement, ça a donné une bataille sympa. Nous revoici dans le box et ce serait bien étonnant qu'on n'aille pas aux techniques pour reposer la bête. Alors concernant les chronos, on vient de faire les meilleurs chronos. Alors c'est lié à la température de piste qui est très bonne et puis à la piste qui rentre et ces fameux pneus N2. Donc 2,08 presque tout rond, quelques centièmes derrière, ce qui veut dire qu'avec des pneus neufs là aujourd'hui on pourrait vraiment taper un... je sais pas, 2,07 puisqu'on l'a déjà fait, 2,07 avec les autres pneus. Allez, vous pouvez espérer un 2,06, mais ce qui est drôle, c'est que quand on parle parfois de track day, on se bute sur un chrono et on pense pouvoir l'améliorer, mais les conditions de piste sont très très importantes et on l'a vu ce week-end, il fait beau, mais ça fait pas tout, puisqu'on a fait progresser la voiture, on progresse également en termes de logistique, de réglage, mais on va pas plus vite, et ce qui est bien, c'est qu'on rattrape un petit peu les autres, donc les chronos changent et c'est pour tout le monde pareil. Toujours dans l'esprit de vous montrer un petit peu ce qui se passe autour du circuit et autour des courses, ici on a un truc qui est dédié à la glace, alors un truc plutôt classe. Je voulais vous en parler avant et vous montrer un petit peu ça puisque c'est donc une GT3 en 91 phase 2, 4 litres, c'est marqué ici, plutôt sympa. Mais alors vous voyez, il y a un truc qui choque, c'est ça. Alors la voiture est cloutée avec des pneus hiver et des jantes avec peut-être des pneus un petit peu moins larges, même carrément moins larges d'ailleurs. Alors on va se poser 2 secondes, maintenant on est en train de discuter pour savoir un petit peu de ce qu'il en est. Alors on a un gros ski devant pour chasser la neige, mais alors c'est vraiment de la fabrication hyper solide, hein. J'ai cru que c'était du plastique ou de la fibre de verre, pas du tout. Et là on a des grilles dignes d'un château avec des fermetures et là une charnière digne d'une porte de maison ou des volets. Donc on est loin du carbone et puis de ces choses là. Et il faut rendre les choses solides pour l'activité en question. Alors je pense que ça doit sortir un petit peu de la route. Donc on a des crochets. Tout ça sur une base de 9,80 phase 2, 4 litres, c'est quand même sympa. Et la couleur est bien sympathique, avec le nord ça change pas mal. Vous reconnaîtrez les jantes, hein, c'est des OZ Racing, Ultra et Piera. Pas mal de temps mort entre les deux courses de cet après-midi, ce qui va nous permettre d'aller voir quelque chose de rigolo. Je vous laisse juger. Que ça. Déjà rigolé à mon avis, je pense, et la voiture je l'avais vue hier, mais alors je vais retourner le truc, j'avais pas vu un gros détail, un petit slogan comme ça tout au long le bas de la porte et du bas de caisse. Ici vous avez l'avant de la Ferrari qui nous est rentré dedans la dernière fois et on peut constater que c'est plutôt vraiment bien réparé parce que ici on avait un élément en carbone qui était tout cassé juste là, ici, et on voit plus rien du tout. Donc cette voiture a été réparée tout comme la nôtre. Cette voiture justement réparée, toute belle, et ça va être le moment de pouvoir la comparer un petit peu parce qu'on a fait une grosse bagarre avec hier soir de nuit, donc c'était vraiment intéressant. On peut comparer un petit peu les performances d'une Ferrari Challenge. Donc c'est une 488, mais on a aussi la
version plus énervée au devant du paquet qui est en version GT3. Et on peut voir ici l'arrière du moteur, c'est quand même pas la même chose qu'une GT3, c'est quand même un milieu et un modèle un petit peu plus complexe. D'ailleurs, c'est très très joli. Alors ici, on est dans le team CMR, hein. La Ferrari roule dans ce team. On a aussi la Lambo avec laquelle on a bataillé tout à l'heure. C'est marrant parce que la Ferrari, première course hier soir. La Lambo, la course de ce midi, vers 13h. Et ici, on a une Bentley qui a fait un tête à queue dans la dernière course juste à la fin, c'est bien dommage. Et ici, on a une Toyota Supra, une voiture qui s'appelle le GT4. Je retourne la caméra, vous avez vu ces Bentley, on a vu les trains, on a vu le moteur ouvert, j'avais jamais vu l'arrière. Et ben, je vais vous en faire profiter, c'est assez technique et intéressant. Aujourd'hui, on va pas parler d'aéro, donc on a un gros diffuseur et un gros aileron, mais c'est pas le thème. Par contre, ici, eh ben, on a pas mal de monde, hein. Vous dites que le moteur est à l'avant. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec autant de bordel ici? On a l'alternateur qui est rendu derrière. Ici, eh bien, on a encore, mais dis donc, c'est... Oh la vache! Ah oui, c'est juste pas du tout comme une Porsche et pas du tout comme une bonne moitié des voitures qu'on connaît. Alors je suis un peu bête parce que là j'ai pas les réponses à tout. On a une bonne partie des choses qui doivent fonctionner. Ah, mais ce serait peut-être... Ouah. Alors ici on a un radiateur qui est celui de la boîte de vitesse. Donc si je descends, eh bien peut-être qu'ici ce serait la boîte de vitesse qui serait cachée à l'arrière. Alors j'ai peur de vous dire une bêtise. En tout cas ici on a la batterie qui se retrouve cachée dans le coin. C'est vraiment pas comme une Bentley d'origine, hein. On dit GT3, on est loin de la catégorie GT4 où les voitures comme celle-ci, la Z4, est assez proche de l'origine finalement. Alors c'est sûr que sur la voiture d'origine on n'a pas d'aileron, mais quand même ça y ressemble beaucoup plus que la Bentley. Alors là les pilotes, ce que vous voyez, c'est qu'ils sont en train de faire le changement de pilote pour la course d'endurance. Nous on est tout seul sur la voiture, mais quand on est deux pilotes, il faut chronométrer. C'est ce que fait le monsieur qui est juste devant pour éviter de perdre trop de temps. Donc le pilote qui sort de la voiture aide le nouveau à s'installer. Et voilà, la voiture peut partir, le chrono est mesuré. C'est rigolo puisque cette Bentley elle a vraiment une grosse bouche énorme. Donc ici on regardait un petit peu comment ça se passe sous le capot. Alors sur le côté ça va au frein, sur les deux côtés. Au milieu c'est pour aller sur les deux échangeurs que vous avez vus, et couché sous le fond de la voiture c'est le radiateur d'eau. Et derrière c'était bien la boîte de vitesse. Très rapidement, puisque le temps tourne et on roule dans 1 heure. Ici ce que vous voyez c'est la caméra avec la retransmission en direct. Donc pendant la course où on s'est battu avec cette voiture, celle de Nigel, et bien c'est à dire que quand j'étais devant lui on avait tout en live. Donc c'est super pour la course, ça permet de partager des trucs super intéressants. Ici vous avez le système qui permet d'enregistrer et de rebalancer en live pendant la course en fait. Donc c'est vraiment cool. Et ce que vous avez pu voir, le gros levier, c'est pas pour retirer le frein à main, c'est le côté assistance pour justement freiner. Et ce que vous voyez juste dessous, donc il y a des palettes pour passer les vitesses, et juste en bas c'est l'accélérateur, puisque vous le savez c'est une personne à mobilité réduite qui conduit. Donc Nigel était avant sur une Bentley et se prépare pour l'année prochaine pour faire le championnat Lambo. Alors ici je suppose que c'est les antennes qui vont permettre de retransmettre tout ce qui se passe dans cette grosse boîte juste ici. Alors vous l'avez vu, cette voiture va repartir avec nous sur la course de nuit. Donc je pense que Nigel roulera tout seul sur la voiture, contrairement à d'autres, mais comme nous. Donc vous le voyez, hein, on l'a vu, l'étiquette sur les pneus, ça part en pneu neuf. Donc on aura sûrement un petit peu de mal à suivre le rythme, hein, sachant que Nigel est en train de s'habituer à la voiture et que à mon avis ça ira beaucoup plus vite. Et c'est normal, hein. D'ailleurs sur la course tout à l'heure, hein, sur la deuxième partie, je me suis vraiment fait larguer. On sent qu'il prenait bien ses repères avec la voiture. À l'arrière, on a enlevé le capot très rapidement, c'est très léger. Ici, on a tout le système
vent de cylindre du V10, si je dis pas de bêtises, je me mélange un petit peu avec toutes ces voitures, puisque la Bentley c'est biturbo, hein, donc c'est vraiment ultra puissant. Et si je lis ce genre de choses. Alors par contre, le côté VAG chez Lambo, on le voit bien avec ce gaz d'expansion et un bel échappement. Je vous montre le détail de l'autre côté. De vous faire partager tout ça, la Bentley est super intéressant. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais c'est peut-être l'idée de vraiment faire un truc plus centré la prochaine fois, l'année prochaine, sur le team CMR justement, puisqu'ils ont vraiment des modèles hyper variés. Et la Lambo, on pourrait parler de budget, on pourrait parler de plein de choses, c'est vraiment très intéressant, puisque la Lambo c'est une coupe de marque, comme la Porsche Cup. Donc finalement, c'est des voitures qui roulent normalement qu'entre elles et qui peuvent aussi faire des courses en dehors de leurs championnats respectifs. Il y avait aussi cette Ferrari. Et puis la petite Toyota Supra, c'est vrai qu'il est pour le coup un petit peu lésé, puisque c'est une voiture quand même beaucoup moins rapide et modifiée, donc il y a beaucoup moins de choses à dire. Retour au box, j'ai l'impression que nos voisins sont en pleine course, en tout cas en pleine qualif. Et c'est vrai qu'on n'ose pas forcément tout pouvoir vous montrer, puisque en haut là dans la petite cabine il y a toutes les équipes d'ingénieurs pour une voiture. Je sais pas combien ils sont, mais on est au-delà de la dizaine. Fatigué. Tu te prépares dans 7 minutes. 12 minutes. 7 minutes, 12 minutes, c'est pas pareil, mais quand même on est tout proche du départ de la course et 50 minutes de nuit. Alors je sais pas pourquoi, j'appréhende un petit peu. À Manicourt ça s'est super bien passé, mais on n'a pas roulé 50 minutes de nuit. Donc il va falloir trouver son rythme et pas faire d'erreur. Et c'est vrai que c'est un petit peu long. Alors il y a la fatigue, c'est certain, mais il y a aussi le fait de ne pas avoir roulé depuis plusieurs heures. Donc on trouve plein de choses à faire pour préparer la voiture et pour aussi préparer la saison prochaine. Et voilà, on espère terminer cette grande finale en beauté. Il y avait vraiment des batailles sympas. On espère que ça va recommencer pour cette dernière course de l'année. 50 minutes, ça devrait être l'occasion de... On va faire quelques-unes. Découvre la grille de départ, Bruno, avec la première ligne, oui. Tiziano Carrogati, Edoardo Barmolini, Luca De Marchi sur la Ferrari numéro 3. En deuxième ligne, Gilles Colombani et Maxime Mingui, premier pilote dans la catégorie Porsche Cup. Troisième ligne, Alexis Berthet, Patrick Michelier sur la Ferrari numéro 73. Nigel Bailly donc sur cette Lamborghini numéro 107. On enchaîne avec la quatrième ligne avec Jérémy Collançon et Philippe Collançon sur la numéro 17, la Bentley numéro 17. À ses côtés, à leur côté, Régis Rego de Cébès sur la Lamborghini numéro 63. Oui, c'est la Huracan qui complète la quatrième ligne, alors que la cinquième, Sébastien Guérini, va l'ouvrir avec la Porsche BHK qui porte le numéro 10. Alfredo Hernandez et son voisin, pilote de la Lamborghini Super Trofeo, une voiture engagée sous les couleurs notamment de Grupo Prom. La 11e ligne de grille de départ avec le duo Valentin Asclot et Clément Dube. C'est la première fois d'ailleurs qu'on voit une Aston Martin sous ces couleurs du Racing Spirit of Le Mans, présent dans
le cadre de l'Ultimate Cup Series. Il y aura Sébastien Quesada comme voisin de 6e ligne de grille de départ avec la Toyota GT4. C'est là aussi un événement que de voir une Toyota présente sur ce plateau, ce qui fait toujours plaisir à voir. Jérémy Faligan avec la Vortex numéro 70 et le pilote que l'on va retrouver en ouverture de la 7e ligne de grille, Antoine Bottiroli numéro 33 complète cette ligne avec une Ferrari 488 Challenge. Il y a Julien Lemoine numéro 42 avec la Ligier JS2R du TMLS Motorsport. Il ouvre la 8e ligne de grille. À ses côtés numéro 123, c'est la Ginetta GT4 de Michael Lehay et de Laurent Maillet. Puis 9e ligne Amaury Bonduel numéro 28 avec la Lamborghini. Grégory Lonier numéro 44, je pense ne sera pas au départ si je ne dis une bêtise, si peut-être. Et l'on devrait donc retrouver pour compléter le tout la Porsche de Sébastien Lajou et de Luca Sugliano. Voilà pour la composition de la grille de départ. Et effectivement, Eduardo Borbolini, Amaury Bonduel ou même encore Bernard Delez. Pourquoi je vous cite ces trois pilotes-là? Parce que Bertrand, ils avaient été vainqueurs au printemps dernier des 3 premières courses de la saison disputée sur ce circuit Paul Ricard. Ensuite, il y a eu Navarra, Misano, Hockenheim, Nevers-Manicourt et nous voici donc au rendez-vous. Globalement, on appelle ça le Paul Ricard 2, la deuxième étape après l'ouverture. Effectivement, c'est l'étape de la clôture et donc là, un format 50 minutes pour le rendez-vous du GT Hyper Sprint pièce auto sur ce circuit Paul Ricard. La nuit avec les phares. C'est quelque part l'ambiance lumineuse des courses sprint endurance comme on les aime. Allez, attention donc au départ, il est maintenant imminent avec la Renault RS01 de Tiziano Carugati qui est le batteur de la pole et c'est parti. Et j'ai l'impression que la Renault est en vitesse de pointe, dépassée par la Ferrari numéro 3 qui prend assez clairement les devants. Oui, elle est effectivement dans les S de la Véry, la voiture de tête. Déjà, tout le monde me paraît bien parti. Allez, un départ assez propre, voire très propre, pas d'accrochage il me semble, lors des premiers virages. Les S de la Verrerie qui nous emmène vers la chicane de l'hôtel. Attention, ce passage où il y a souvent des accrochages ou des sorties de piste, des dépassements de limite de course. Ça semble très propre pour l'instant. On voit ici l'attaque de la Porsche peut-être sur la Bentley. Donc ça ne passera pas pour cette Porsche numéro 10. Attention, on va faire le point à l'issue de ce premier tour lancé dans cette course de 50 minutes, coupe pièce auto GT Hyper Sprint, la toute dernière de la saison. Et le passage à l'instant de la Ferrari numéro 3 qui a déjà commencé à se... Puisque Amaury Bonduel vient de passer la ligne de chronométrage et ça améliore un tout petit peu, on améliore d'un dixième du côté d'Amaury Bonduel. 2,02, 539 pour la Lamborghini qui regagne encore 4 secondes sur Eduardo Barbolini qui pointe désormais à 8 secondes 7 du leader. Derrière, pas de changement. Tiziano Carugati en 3e position, Nigel Bailly 4e, Gilles Colombani 5e, Maxime Mingui 6e, Philippe Colenson qui passe 6e justement devant Maxime Mingui. Maxime Mingui donc 7e, première dans la catégorie Porsche Cup. Alexis Berthet 8e, Régis Rego de Sebes et sa splendide Huracan en 9e position. 10e, Marc Vechter qui évolue cette fois non pas sur une Renault 01 mais sur une Porsche. La 11e place pour Sébastien Guérini, 12e Sébastien Quesada, 13e Clément Dub, 14e Jérémy Faligan, 15e Julien Lemoine, 16e Michael Lahaye, 17e Alfredo Hernandez, 18e Antoine Bottiroli, 19e Grégory Lonier.
qui n'a pas pris le départ, tout comme Antoine Bottiroli et Alfredo Hernandez. Ces 3 pilotes qui sont donc aux 3 dernières places ne seront pas classés puisqu'ils n'ont pas pris le départ de cette dernière course de la saison, Coupe Piazzotto GT Hypersprint. Alors qu'il reste encore 37 minutes et 30 secondes avant le drapeau à damier. On rappelle qu'il y aura un arrêt au stand obligatoire entre la 21e minute 30 et la 28e minute 30 de course. C'est bien ça, cher Bruno? Oui, absolument, 21, 30, 28, 30. Minutes 29 secondes très exactement. Wow. On est donc à un petit peu moins de 2 minutes de l'ouverture de cette fenêtre d'arrêt au stand pour tous les pilotes. Classement qui n'a pas évolué depuis plusieurs tours maintenant. Amaury Bonduel toujours leader devant Edoardo Barbolini, 2e, 3e Tiziano Carogati, 4e Nigel Bailly, 5e Gilles Colombani, 6e numéro 17, Philippe Collançon, 7e Alexis Berthet, 8e Maxime Magui, 9e Régis Régaud de Cébès et en 10e position Marc Vechter sur sa Porsche numéro 48. Et alors qu'il reste 26 minutes et 10 secondes de course, arrêt au stand, ça commence avec Nigel Bailly, Philippe Collançon et Maxime Magui qui viennent de rentrer dans la pit lane. Hop, il est juste ici, il va peut-être repartir, le moteur à redémarrer. Ouais, très très bien. Avec cette Porsche aux couleurs de la Bretagne, le Bryce Motorsport. Dernière minute, retour en course, Bruno avec des écarts qui se creusent devant, 3 secondes, 244 millièmes d'avance pour Amaury Bonduel sur Luca De Marchi qui lui compte 9 secondes 3 d'avance sur Tiziano Carogati. Là, les 2 places de devant semblent actées, même la 3e place de Tiziano Carogati qui compte lui 22 secondes d'avance sur Jérémy Collançon, 4e. On a très peu d'écart maigre, si je peux m'exprimer ainsi, puisque derrière ce même Jérémy Collançon compte 7 secondes 9 d'avance sur Nigel Bailly qui lui compte 13 secondes sur Maxime Magui. Voilà, donc des écarts qui sont faits, qui sont creusés. Allez, dernier virage pour la Lamborghini, c'est en théorie maintenant, voilà, accélération et la Lamborghini numéro 28 s'impose pour la course finale, saison 2022, Coupe Piazzotto GT Hyper Sprint,
Amaury Bonduel s'impose après cette course de 50 minutes avec l'art et la matière. Hein, sincèrement, la matière aussi par rapport à la voiture et la manière par rapport à son style de pilotage. Autrement dit, être incisif quand il le faut, être très bon gestionnaire de l'usure normale des pneus, de la conso aussi, savoir résister aux attaques des adversaires, surtout dans les premiers instants de la course. Maxime Mingui devrait passer la ligne d'arrivée en 6e position. Régis Rigaud de Cébès en 7e position. Gilles Colombani 8e. Et derrière, c'est acté. Alexis Berthet 9e. Marc Vechter 10e. Sébastien Guérini 11e. C'est très obscur ici, donc on va faire le débriefing à l'extérieur de la voiture en tout cas. On y voit un petit peu plus clair à l'extérieur de la voiture. Bon, le team manager a terminé, le mécano également. Alors les pop-up girls aussi, hein, c'est quand même la toute dernière de la saison. Et normalement on gagne le championnat Porsche Cup. Alors là, au scratch c'était plutôt sympa. 50 minutes, je le disais, on s'est battu un petit peu au début, mais pas trop. En tout cas, voilà, une belle saison qui se termine. Voilà, la Cup est remballée pour cette saison d'Ultimate Cup. Alors pourquoi pas une saison hivernale cette année? Ce ne sera pas possible et vous savez pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette saison vous a plu, que la voiture vous plaît et qu'elle est prête à reprendre l'année prochaine avec vous en UCS. Likez, partagez, commentez. Kenavo. Hier soir, on a terminé un petit peu dans l'émotion et la fatigue. Je voulais remercier tout le monde, l'Ultimate Cup Series, pour cette merveilleuse année de ce championnat dans lequel on a participé à plein d'épreuves, sur plein de circuits, avec plein d'équipes et plein de concurrents. Je voulais vraiment remercier tout le monde. On a passé vraiment de très bons moments. Kenavo.